Eh bien, rebonjour, je vais vous refaire un petit tuto sur mes nids en plâtre, car la première fois, c'est pas évident non plus de tout dire et de tout montrer. Donc, j'ai encore des choses à vous dire. Donc, je vais vous refaire un petit tuto pour vous montrer certaines choses quand on fait les nids, la façon dont ils sont creusés, etc. Et aussi pour vous montrer la différence entre le plâtre bleu que j'ai coulé le nid dans la démonstration, et donc avec un nid. Donc tous ces nids là ce sont des nids qui sont faits en plâtre, donc en Mold A3, hein. Et ça c'est un nid que j'ai fait dans la démonstration, hein, donc vous le reconnaissez, hein, j'ai rien à cacher, hein. Donc celui-ci, on va voir comment il se creuse par rapport à celui-ci qui est déjà fabriqué depuis quelques mois, mais que je n'ai pas encore creusé. Donc j'ai des choses à vous dire. Donc Michael, donc ça c'est pour mon copain Michael qui m'a commandé 4 nids, hein. Donc voilà les 4 nids qui sont faits, donc les 4 moules, qui sont faits dans du plâtre Mold A3. Le Mold A3 on le fait un peu plus liquide. Pourquoi? Parce qu'il est très très fin et comme il prend assez lentement, on le fait un peu plus liquide, hein. Ça je vous l'avais pas dit. Le plâtre, il faut savoir aussi que le plâtre, lorsque vous le mélangez à l'eau, dans le plâtre il y a de la chaux, et la chaux c'est ce qui fait prendre la craie, parce que vous savez que le plâtre c'est de la craie. Donc la chaux fait prendre le plâtre, donc la craie, et ça devient au bout d'un moment très chaud. Là je pourrais pas vous montrer, mais là je les ai coulés il y a à peu près 1 heure et le plâtre est bouillant. Donc ce qui fait que là il prend, et une fois quand il va être refroidi, c'est que le plâtre est pris, on peut plus le mouler, enfin on peut plus y toucher. En ce qui concerne le séchage, lorsque vous voyez comme ici, il y a des petits craquements tout autour du bois, ça c'est signe que le plâtre se décolle du bois, et quand il va être froid, vous pourrez le démouler. Mais tant que vous n'avez pas le craquellement autour du bois, c'est que le plâtre est encore frais, et le démoulez pas parce que vous allez le casser. Donc ça c'est une chose. Ensuite, en ce qui concerne, je vous avais montré juste un tout petit bout de ces tuyaux transparents, hein, qu'on se sert pour faire les jonctions entre les nids et puis les aires de chasse. Donc ça se vend dans tous les matériels, tout ce qui est bricolage, les magasins de bricolage, Bricorama, Monsieur Bricolage, enfin etc. Donc ça se vend au mètre en fait, hein, ça se vend au mètre, ou même 50 cm. Donc ça vaut, je vous dis une bêtise, 50 centimes le mètre. Donc ça, moi c'est ce que j'utilise le plus fréquemment, parce que même les grosses fourmis passent dedans, hein, comme les Camponotus cruentatus, tout ça, ça passe là-dedans, hein. Après, pour les petites espèces, ceux qui veulent aussi, il y a du plus petit diamètre, hein. Mais bon, après, c'est un peu embêtant au niveau des insectes. Si on met des gros insectes, ils ne peuvent plus les passer dans les tubes pour les rentrer dans les nids, et donc c'est un peu embêtant. Après, il y a ce modèle là, ça c'est du gros modèle, hein, ça c'est pour les... moi j'ai mis ça à mes messors aussi, hein, mes messors Barbarus, de façon à ce qu'ils puissent passer à plusieurs dans le tube, hein. Bon, c'est pas une route, hein, non plus, comme dans la nature, mais au moins ils peuvent se croiser aisément avec des graines, etc. Donc ça c'est une chose. Donc après je voulais vous montrer aussi, donc quand les nids sont finis, donc comme celui-là, hein, donc après on les creuse. Alors on les creuse moi j'ai différentes façons, je ne fais jamais le même nid, vous allez pouvoir constater. Tout ça c'est des nids, c'est des vieux nids, hein.
regardez pas, ils sont sales, hein, il y a eu des espèces dedans, je les ai changés justement pour les nettoyer, etc. C'est juste pour vous montrer les confections, les galeries qu'on peut faire. Hein. Ça c'est de la grosse espèce, hein, on peut mettre des Camponotus, Colantatus, etc. là-dedans. Ici de la Nicobarensis, hein, moi les miennes ils y sont allés pendant longtemps. Après on a là on peut mettre de la Lasius, hein. Donc après on creuse le nid suivant l'espèce qu'on a. Ça c'est pareil. Donc ça c'est ce que je vous avais dit, hein, dans la démonstration. Donc ça c'était le même moule, hein, on le voit. Vous voyez, c'est pour mettre l'eau, c'est un peu petit. Alors pareil, une chose, quelqu'un m'a posé une question, je ne sais plus qui, sur l'humidification du nid. Alors cette personne n'avait pas compris qu'en fait la partie qui est ici, c'est pas une réserve d'eau, hein, c'est une cavité où on met de l'eau. Donc percez pas à fond, hein, quand on a comme ici 1 cm et demi maxi de chambre, on perce à peu près au même niveau, un peu plus bas si on veut, de façon à ce que quand on met l'eau, l'eau pénètre par capillarité dans le nid, mais traverse pas en dessous. Parce que cette personne me dit, mais je comprends pas, je mets de l'eau ici et il y en a plein de meubles. Donc pour moi, où il avait percé, au départ je lui ai demandé où il avait percé trop profond. Donc l'eau après évidemment elle coule, elle n'a pas le temps de rentrer dans le nid, elle coulait sur son meuble, hein, donc il savait pas. Et lui, il pensait que c'était une réserve d'eau. Pourquoi faire, je ne sais pas. Donc ce qui fait qu'il mettait de l'eau sans arrêt. Donc il me dit ça coule. Donc il remplissait, quand il n'y avait plus d'eau, il remplissait la cavité à bord, donc jusqu'à temps. Et comme évidemment, au fur et à mesure ça coulait, donc il la remplissait sans arrêt. Mais donc après il a compris qu'en fait c'est pas une réserve d'eau, c'est juste un coin où on humidifie le nid. Et donc au départ, quand votre nid il est sec comme celui-là, hein, maintenant il est sec, donc vous mettez votre eau, et quand vous allez mettre votre tapis chauffant en dessous, hein, prévoyez aussi, ça c'est une chose que j'ai oublié de vous dire, quand vous allez faire, quand vous allez creuser vos chambres, ici à la cassée, hein, mais prévoyez un endroit pour mettre la sonde, pour la température et l'hygrométrie. Donc comme ça vous rentrez votre sonde ici, et vous avez votre température du nid, avec un petit thermomètre, hein, ça s'achète, je sais plus, je ne vais pas faire de pub, mais sur Amazon ils en vendent, hein, donc voilà. Moi je les achète chez eux d'ailleurs et ils sont très bien. Donc voilà, donc l'humidification se fait par ici. Au fur et à mesure que quand vous mettez votre tapis chauffant en dessous, avec la chaleur, vous allez voir l'humidité qui va se coller sur la vitre en fait. Et plus vous allez humidifier votre nid, plus votre condensation va se propager à l'intérieur du nid et va aller de plus en plus loin. Ce qui fait que si vous avez des espèces qui ont besoin de beaucoup d'humidité, par exemple sur les 3/4, vous mettez de l'eau jusqu'à temps que vous voyez les gouttelettes en fait jusque là. Si vous avez des espèces qui n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité, vous le remplissez une fois ou deux quand vous les mettez dedans, vous allez avoir de la condensation à peu près jusque là. Si ça leur plaît pas, ils vont venir dans cette partie ici. Et pareil, une chose que une personne m'a demandé, pour l'humidification du nid. Alors, le meilleur moyen de voir si votre nid il est assez humide ou pas, hein, quand vous verrez que votre espèce se rapproche, en fait, emmène les larves et les œufs dans les cavités ici qui sont près de l'humidificateur, là vous pouvez dire que dans toute la partie ailleurs est sèche. Donc, c'est quand vous voyez que si vous ne savez pas comment humidifier votre nid, pour ne pas faire de bêtises, eh ben vous attendez
de voir que, mais bon, ça après il faut surveiller quand même assez souvent, hein, parce que bon, si vous consacrez un quart d'heure à vos fourmis par semaine, il sera trop tard. Donc il faut quand même aller faire un tour tous les jours minimum, et quand vous voyez que vos fourmis amènent les œufs, les larves dans la partie près de l'humidificateur, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus assez d'eau. Donc si vous ne savez pas, eh ben, vous attendez ça, et à ce moment-là, ben, vous remettez de l'eau dans votre humidificateur, vous le laissez s'écouler. Une fois qu'il est vide, vous en remettez une deuxième fois. Et là, après, vous attendez, vous allez voir vos fourmis qui vont revenir dans le milieu du nid. Suivant les espèces, ils vont même rester là, parce que s'ils ont besoin de beaucoup d'humidité, ils resteront près de l'humidificateur. Et c'est une très bonne façon de voir si votre nid a besoin d'être humidifié ou pas. Et donc mettez à peu près la sonde, moi je la mets environ au milieu, hein, avec le tapis chauffant qui dépasse à peu près de 5 cm du côté de la sonde, pour avoir une bonne température. Ensuite, donc, pour les gros nids comme celui-ci, surtout les nids, je pense que tout le monde sait ça, les nids, vous ne les mettez pas devant une fenêtre, hein. Vous savez que les UV, le soleil direct sur une vitre déjà augmente la température du nid, donc vous risquez de griller vos fourmis. Mettez pas vos nids en face d'une fenêtre. En plus, les nids en plâtre comme ça, même les autres nids, hein, je pense que même un nid en plexi, si vous le mettez devant une fenêtre, même si les fourmis résistent, le couvain n'y résistera pas, ni les larves, hein, ils vont être grillés. Et les UV tuent le couvain, hein, faut le savoir. Et en plus de ça, ça verdit en fait le nid. Donc moi, pour éviter ça, il faut savoir que le plâtre respire, hein. Le plâtre respire, dans les maisons c'est pareil, dans les maisons qui sont humides, vous allez avoir du salpêtre, parce que le plâtre ne respire pas, et il suinte. Donc moi, pour éviter dans mes nids d'avoir ce genre de problème, ou d'avoir trop d'humidité, etc., dans les gros nids, les petits nids comme ça, c'est pas obligé, hein, vous pouvez les laisser comme ça. Ça, c'est des gros nids, hein, donc déjà, puis qui sont assez épais. Donc, alors moi, je mets des mousseurs de robinet. Voilà. Après, sur un nid comme ça, j'en ai mis 2. Sur les gros qui font 80, j'en mets 2 de chaque côté. C'est des mousseurs de robinet, hein, qu'on achète pareil dans les magasins de bricolage. C'est pour retenir en fait dans les robinets les impuretés, hein, donc vous avez une partie bleue ici qui est en plastique, et la partie qui elle rentre dans le robinet qui est grillagée, hein, c'est un petit grillage tout fin dans lequel les fourmis ne peuvent pas passer. Donc on fait un trou de cette dimension là, hein, un peu plus gros, parce que moi je rajoute après évidemment du plâtre molda autour pour pas que les fourmis creusent, et on met le mousseur à l'intérieur du nid, comme ça. Donc après vous prenez du plâtre et vous en mettez tout autour évidemment pour pas que les fourmis creusent, et ça fait une aération, parce que faut savoir que dans les fourmilières, il y a plusieurs sorties, plusieurs entrées, plusieurs sorties, et l'air circule pour éviter justement que les moisissures, etc. Donc moi je mets des mousseurs, et vous voyez ce nid là, celui-là, pareil, il y a des moisissures ici dans la partie humidification, parce que voilà, là il n'y a pas de mousseur, et puis il y a toujours de l'eau, donc ça moisit. Et vous voyez que dans les nids avec mousseur, il n'y en a pas. Bon, ça c'est ce qu'on appelle les fourmis qui recrachent quand elles ont mangé, hein. Donc ça c'est des trucs qui sont dans tous les nids, vous en aurez, hein. C'est ce que les fourmis recrachent après avoir digéré. Donc il y en a beaucoup dans les nids, hein. Malheureusement, après pour les laver, des fois c'est difficile.
Et c'est pour ça que bien souvent on est obligé de les changer quand ils sont trop sales. Donc ça c'est encore une chose que j'avais oublié. Et je vais aussi, quelqu'un m'a posé des questions sur les diaposes. Alors les diaposes de Messor Barbarus. Et donc je vais vous faire une vidéo, pas tout de suite parce que je profiterai peut-être de mettre mes fourmis, enfin certaines espèces en diapose pour vous montrer comment je fais. Mais surtout n'oubliez pas que les espèces endémiques, donc toutes ces espèces françaises, etc., hein, ils suivent le temps, donc ils ont une horloge aussi interne et la diapose est obligatoire. La diapose est obligatoire, pourquoi? Les fourmis, les gines, les princesses, quand elles s'envolent au moment du vol nuptial, se font féconder donc par les mâles et par plusieurs, même souvent, et ils ont une spermatèque qu'on appelle ça, et ils se font féconder une fois dans leur vie. Donc dans cette spermatèque, la gine va se servir tous les ans pour pondre. Et elle va se servir de ces spermatozoïdes qu'elle a dans sa spermathèque pour pondre pour un an. Donc si vous ne faites pas de diapose, elle va s'en servir, elle va se servir parce que si vous la laissez à la même température, certaines espèces vont arrêter de pondre, mais d'autres continueront à pondre, comme les Messor Barbarus par exemple. Ils vont continuer à pondre, la gine va vider sa spermathèque au bout de quelques années, au lieu de vivre 30 ans par exemple. Elle va vivre 15 ans parce qu'elle aura vidé sa spermathèque et elle n'aura plus rien à pondre. Et quand elle n'a plus rien à pondre, la colonie meurt. Donc voilà. Donc respectez surtout bien les diaposes. Ça se fait en général à partir de fin octobre, début novembre. Ça dure 3-4 mois environ, jusque début mars, fin mars. Donc ça, respectez bien ça. Donc la gine fourmi donc se fait, je suis pas là pour donner des cours, mais la gine fourmi, elle se fait féconder une fois dans sa vie, et la reine des abeilles se fait féconder tous les ans par des mâles et qu'elle pond tous les ans, et tous les ans elle sort faire un vol nuptial, elle se fait féconder, et les mâles quand ils rentrent dans la ruche se font tuer après la fécondation, se font tuer par les ouvrières parce que après ils n'ont aucune utilité. Voilà. Donc maintenant, je vous présente donc la Dremel avec une fraise. C'est une fraise qu'on trouve partout dans les magasins. La Dremel tourne à 10 000 tours. Donc on va tourner à 10 000 tours. Je vais vous montrer le plâtre bleu. Et avant, par contre, je voulais vous montrer la différence. Attends, on va reculer un peu. Je voulais vous montrer la différence qu'il y a entre le plâtre Molda et le plâtre bleu. Donc vous avez ici, donc à droite, dans ma main droite, le plâtre bleu. Et dans ma main gauche, le plâtre Molda. Alors, regardez la différence. La différence surtout de taille. Là, ici, grossier. On voit bien qu'il y a quand même beaucoup plus de petits grains. Et ici, de la farine. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous prenez de la farine Francine pour faire les gâteaux. C'est exactement la même chose. Donc imaginez quand c'est mélangé à l'eau et que c'est compact, vous pouvez pas traverser ça. C'est impossible. Que celui-ci, si on le prend, regardez. Déjà, vous pouvez pas en faire la même chose. On voit bien. Celui-ci, il passe à travers les doigts. Et celui-ci. On voit bien que ça fait de la farine. Regardez, ça, vous pouvez pas faire ça avec l'autre. C'est pas possible. Celui-là, regardez, d'abord, c'est voilà.
c'est ce que je voulais vous montrer, donc c'est pour vous dire que c'est quand même deux plats complètement différents et que celui-ci est le meilleur pour faire les nids. Donc maintenant je vais vous montrer la différence la vitesse où je vais rentrer dans le plâtre bleu Lutèce, hein, que j'ai pris pour faire la démonstration. Donc je ne vais pas arrêter la machine parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc je vais vous faire juste un centimètre, 1,5 cm. Vous allez voir la vitesse où je vais rentrer dedans. Et après vous verrez à la vitesse où ça va rentrer dans celui-là. Donc je tourne à 10 000 tours pour les deux. Hein. Donc vous voyez que celui-ci et celui-là, quand vous voyez à la vitesse où je suis rentré là, et là il arrive des moments où la fraise elle bute dessus et elle rentre plus, je suis obligé de reprendre des tout petits morceaux parce que si je prends 3-4 mm de fraise, d'un seul coup je ne rentre plus dedans. Donc alors que celui-là je pourrais rentrer pratiquement la fraise entière, là c'est bouillant, hein, je pourrais presque rentrer la fraise entière dedans, elle continuerait à creuser. Hein. Voilà, donc vous voyez que là je rentre plus, hein. Si je prends la moitié de la fraise, je rentre plus, hein. Que là, je suis déjà à la moitié et je peux continuer à travailler, que là, arrivé là, je suis même pas à la moitié et si j'essaye de forcer, la machine faiblit et là la fraise est bouillante, donc je peux pas y toucher. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer que vraiment ce plâtre, les fourmis ne le creusent pas. Hein. Pour moi, j'ai jamais eu de fourmis qui ont creusé ce plâtre-là. Voilà, donc je crois que pour cette fois, je n'ai rien oublié, enfin j'espère. Si vous avez encore des questions, bah, allez-y, hein, des questions. Si vous voulez des nids, bah, j'ai déjà, vous voyez, depuis, j'ai une commande de 4, hein, donc de 4 nids pour une personne qui fait qui fait un élevage et qui vend aussi des fourmis, hein, qui est mon ami Michael Vépierre, qui se reconnaîtra dans la vidéo, hein, enfin surtout son nom parce qu'il n'est pas avec nous. Et j'ai une pensée aussi particulière pour mon ami Jean-Luc Marou, hein, qui est lui un myrmécologue averti, qui élève beaucoup d'espèces, surtout des Camponotus. Et c'est grâce à lui que vous me voyez en ce moment, parce que c'est lui, et je le remercie, qui m'a poussé à faire ces vidéos et à vous montrer
tout ce que je sais, comme j'arrive, heureusement d'ailleurs, je suis très content de réussir dans la myrmécologie et de vous montrer tout ce que je sais. Et ben voilà, c'est un peu dédié à lui aussi, hein. Il m'a communiqué énormément de son savoir, hein. C'est quelqu'un qui a fait des blogs sur internet. Peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent ou qui ont déjà vu sa signature, hein. Il signe JLM quand il fait un blog ou quelque chose comme ça. Donc j'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit oui, j'ai déjà vu ça. Donc il a fait recensement d'espèces, enfin il a fait pas mal de choses. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup parce que voilà. Donc merci Jean-Luc. Et merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires aussi, hein, je les attends avec impatience. Et si vous continuez à me suivre, j'espère qu'on va faire encore de belles vidéos ensemble. Et puis je vous dis à bientôt. Donc pour vidéo fourmi et après certainement vidéo pour les diapos. Voilà. Merci à tous de votre attention et à bientôt. Au revoir.